Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Délit d'opinion, l'émission où on parle librement et sans tabou de l'actualité politique, en particulier de l'actualité géopolitique. Mon nom est Jérôme Blanchet-Gravel, je suis rédacteur en chef de Libre Média. Ma co-animatrice est Anne-Laure Bonnel, elle est documentariste, elle est reporter de guerre, journaliste, collaboratrice régulière à Libre Média. Aujourd'hui, nous avons un dossier consacré à la question de l'Ukraine, quelques jours après le jour 1 de l'offensive russe dans ce pays. Et pour en parler, nous avons le général Pinatel qui est avec nous aujourd'hui. Monsieur Pinatel est spécialiste de l'intelligence stratégique depuis plus de 50 ans. C'est l'auteur de plusieurs livres. Il est également vice-président de GeoPragma. Bonjour, Monsieur Pinatel. Bonjour. Nous avons également Monsieur Jocelyn Coulon, qui est un expert des relations internationales très connu au Canada, qui est l'auteur de plusieurs livres aussi, qui est ex-journaliste et ex-conseiller du ministre des Affaires étrangères du Canada en 2016-2017. Bonjour, Monsieur Coulon. Bonjour. Bonjour, messieurs. Donc, c'est ça, l'Ukraine, un an après, finalement, quelques jours après le premier anniversaire de ce conflit qu'on attendait ou qu'on n'attendait pas selon les perspectives. Je commence avec une grande question. Je commence avec M. Pinatel, ensuite M. Coulon commentera, ensuite ce sera ton tour, Anne-Laure. M. Pinatel, un an après, comment on en est arrivé là? Bien, écoutez, moi, je crois surtout, c'est parce que tout le monde s'est trompé dans cette affaire. Je pense que c'est la première fois depuis 1945 qu'une guerre entre la première puissance nucléaire du monde à équivalente des États-Unis, 5000 ogives, dont des missiles hypersoniques, fait une guerre à sa frontière, une guerre classique face à un pays qui n'a que des armes classiques. Certes, elle est soutenue par les Américains et par l'OTAN, mais les Américains, dès le début, ont montré très nettement qu'ils ne voulaient pas aller jusqu'à une escalade nucléaire. Alors, ils l'ont dit comment? Eh bien, début mars, quand Zelensky a demandé qu'on mette une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, à l'OTAN, c'est Biden qui lui a répondu des États-Unis en disant qu'il n'en est pas question. Quand il a envoyé un missile S-300 en Pologne pour essayer d'élargir le conflit, immédiatement les États-Unis ont dit c'est un missile anti-aérien ukrainien qui est retombé. Quand les Américains lui ont donné des HIMARS, ils l'ont donné à la condition expresse qu'il ne tire pas sur la Russie, y compris la Crimée. Donc on voit très bien que pour les États-Unis, le risque est énorme. Ils veulent bien maintenir la tête hors de l'eau de l'Ukraine, mais ils ne veulent pas mettre en danger la Russie, parce que si la Russie nucléarisait ce conflit, eh bien eux n'escaladeraient pas dans le domaine nucléaire. Et donc, ils montreraient immédiatement à tous les Européens que le parapluie nucléaire russe est percé. Ça, c'est le premier grand enseignement. Le deuxième grand enseignement, c'est que les sanctions ne fonctionnent pas, occidentales. Et là encore, le Washington Post l'a bien montré récemment dans son article du 22 février. Il n'y a que 34 pays qui ont voté les sanctions sur 195. Et ils sont allés très très loin, les reporters du Washington Post, pour demander mais pourquoi vous ne faites pas ça? Alors, par exemple… Excusez-moi, messieurs, moi j'aimerais vous couper avant toute chose, mais j'aimerais avoir l'avis de chacun d'entre vous. Est-ce que cette guerre était évitable déjà, et de façon courte? On en est arrivé là, le 24 février, mais est-ce que c'était inévitable? On va laisser répondre M. Coulon, puis après ça, on reviendra sur… Écoutez, je suis un peu désolé, chère Anne-Laure. C'est là… on peut pas, si on peut pas. Vous nous demandez de refaire l'histoire. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. On sait depuis longtemps
que les Russes font des warnings en disant vous allez trop loin, qu'on a menti aux Russes, que les accords de Minsk II, même Merkel et Hollande ont avoué qu'ils les avaient signés pour permettre à l'Ukraine de s'armer. Mais si vous voulez, on ne pouvait pas dire pourquoi Poutine, à un moment, a pris cette initiative. Il n'y a que Poutine qui le sait. Donc, moi, si vous voulez, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on pouvait l'éviter ou on ne pouvait pas l'éviter? Parce qu'on sait très bien que on a tout fait pour qu'elle arrive, mais c'est quand même Poutine qui reste l'agresseur. Donc, c'est sûr. Voilà. On va laisser répondre M. Coulon à la première puis à la deuxième question, disons, en même temps. Écoutez, elle était évitable. D'abord, le conflit a quand même commencé en 2014, donc ce n'est pas le 24 février 2022. Et en 2014, il est évident que Poutine devait agir très rapidement, selon évidemment sa conception des relations entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe. Il devait réagir parce que un régime pro-occidental venait de renverser un régime pro-russe à Kiev. Et il s'est emparé tout de suite de la péninsule de Crimée parce que c'est un enjeu stratégique, vous le savez mieux que moi, général Pinatel. Est-ce que l'offensive du 22 février dernier était évitable? J'imagine que si on avait sérieusement négocié avec Poutine sur la question de la neutralité ukrainienne, de l'expansion de l'OTAN, d'une ouverture envers les questions de sécurité qui impliquent tant les Russes que les Européens, on aurait peut-être pu éviter cette offensive. Après tout, Poutine a longtemps averti, en fait, depuis son arrivée au pouvoir, mais même Gorbatchev et Boris Eltsine avaient averti les Occidentaux concernant en particulier l'expansion de l'OTAN, mais surtout l'intégration de l'Ukraine dans le système occidental. Ça, c'était la ligne rouge. Tous les dirigeants ont accepté de mauvaise grâce, s'ils n'étaient pas heureux, l'intégration des Baltes ou d'autres pays d'Europe de l'Est, mais l'Ukraine demeurait la ligne rouge. Donc, si on lit Henry Kissinger ou d'autres personnalités qui ont écrit sur ces questions-là, et je parle aussi de William Burns, l'actuel directeur de la CIA, qui a écrit dans ses mémoires il y a quelques années qu'on n'avait pas fait assez pour élargir la sécurité européenne à la Russie, peut-être que ça explique une partie du geste de Poutine. Et celui du 22 février 2022 est sans doute le geste d'exaspération de trop. C'est effectivement l'agresseur, c'est lui qui a envahi ce pays indépendant, mais il y a tout un contexte à prendre en compte aussi. Oui, est-ce qu'on pourrait rapidement parler, alors tout en expliquer, ce n'est pas légitimer, c'est ce qu'on essaie avec Jérôme Blanchet-Gravel de mettre en lumière, mais est-ce que depuis 91, et ce très rapidement, messieurs, il y avait des accords peut-être à mettre en place, des discussions à mettre en place, et est-ce qu'on peut éventuellement parler d'un piège américain dans lequel l'Europe tout entière serait tombée? Écoutez, moi, pour dire ça, je pense que les Américains défendent très bien leurs intérêts. Et ils ont toujours bien défendu leurs intérêts. Pour moi, les Américains, ils ont un but, et que Brzezinski a très bien décrit dans son livre publié en 1996, c'est qu'ils veulent éviter absolument la création d'une Eurasie. L'Europe, du fait de sa dépendance énergétique avec la Russie, du fait que l'Allemagne, depuis, et moi j'étais en Russie depuis les années 90, l'Allemagne immédiatement, ça a toujours été l'Est, le débouché de ces industries, on allait vers une intégration petit à petit économique
de l'Europe et de la Russie. Et à ce moment-là, c'était quelque chose d'impossible à admettre pour les Américains, car on devenait la première puissance du monde, quoi. Voilà. Donc les Américains ont tout fait pour recréer un mur de Berlin, une guerre froide entre la Russie et ça. Alors que les Européens n'aient rien fait et subi et été tout ça, c'est une chose. Mais effectivement, moi je crois que géopolitiquement, on ne pouvait pas l'éviter. Donc c'est pas on ne pouvait pas l'éviter parce que les États-Unis n'auraient jamais admis la création de l'Eurasie, parce que c'est la géopolitique, et ça, c'est des trends fondamentaux. Monsieur Coulon, vous partagez cet avis-là? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il a fallu recréer de manière un peu artificielle la guerre froide pour éviter un rapprochement entre la Russie et l'Europe qui ne venait pas nécessairement non plus, en fait? Alors, je ne sais pas si mécaniquement tout ça était prévu, mais rappelons-nous qu'en 1992, donc sous le père Bush, un certain Paul Wolfowitz a été désigné pour rédiger une nouvelle stratégie américaine face au monde. Et cette stratégie a fuité dans les médias américains et elle a provoqué l'indignation des Européens parce que Wolfowitz disait très clairement que les Américains devaient tout faire pour qu'il n'y ait jamais une autre grande ou superpuissance qui puisse naître, ou même toute autre puissance qui pourrait challenger le leadership américain. Alors évidemment, Bush père a demandé à ce qu'on réécrive cette stratégie, mais le verre était dans la pomme. Et je ne sais pas si tout le monde a suivi le plan de Wolfowitz, mais force est de constater que les Américains n'ont jamais pris au sérieux les intérêts de sécurité de la Russie. Et c'est vrai aussi que la Russie était plongée dans le chaos politique et économique, tant sous Gorbatchev que Boris Eltsine, et que dès lors, les Américains avaient la possibilité de rester la puissance dominante dans le système international. Les Européens n'ont pas fait grand-chose parce qu'ils voulaient profiter des dividendes de la paix. Et je crois aussi que plusieurs Européens, surtout d'Europe de l'Est, étaient inquiets face à la Russie. Parce que jusqu'à l'arrivée de Poutine, l'effondrement de l'Union soviétique, puis l'effondrement économique, social et politique de la Russie faisait craindre pour la sécurité des pays d'Europe de l'Est et peut-être la renaissance d'un pouvoir très dur en Russie qui pourrait devenir revanchard. J'essaie d'interpréter ce qui s'est passé dans les années 90 et qui peuvent expliquer que les États-Unis aient voulu aient voulu dominer le système international et surtout s'assurer qu'il n'y ait pas de compétiteurs. D'où d'ailleurs le conflit avec la Chine. Je suis tout à fait d'accord. Alors, effectivement, dans l'Europe de l'Est, il y en avait qui voulaient, les Polonais notamment, un certain nombre de pays qui voulaient rentrer dans l'Union européenne et qui voulaient rentrer dans l'OTAN. Mais moi-même, j'ai travaillé pour le Premier ministre slovaque, Mesiar, qui, lui, au moment où on a séparé la Tchécoslovaquie en Tchéquie et en Slovaquie, qui voulait rentrer dans l'Union économique. J'ai travaillé 18 mois pour lui, directement à ses côtés, et il voulait rentrer dans l'Union économique, mais pas dans l'OTAN, parce que fidélité à la Russie, les slavistes, si on peut dire, et j'ai vu, moi, l'ambassadeur américain, avec des valises de dollars, créer un parti d'opposition qui n'existait pas pour renverser Mesiar et pour que la Slovaquie
rentrent dans l'Union européenne, mais aussi dans l'OTAN. Pour les Américains, les pays pouvaient rentrer dans l'Union européenne, mais ils devaient rentrer en même temps dans l'OTAN. Et d'ailleurs, ça s'est fait. Et ils ont lié cela très très fortement vis-à-vis de tout le monde. Et on le voit bien encore dans l'Ukraine, puisqu'aujourd'hui, on pense, on a dit l'Ukraine, elle rentrerait peut-être dans l'Union européenne et dans l'OTAN peut-être encore plus loin. Donc, mais dans l'esprit des Américains, c'est lié. Et beaucoup d'Européens acceptent très bien ça. Les Allemands, moi j'ai commandé un régiment en Allemagne, les Allemands, c'est un pays qui a eu 2 saignées terribles en 14-18 et en 39-45. Hein. C'est un pays qui n'a plus envie absolument de faire la guerre, et ils ont remis leur destin complètement dans la main des Américains. Donc, c'est vrai ce que vous avez dit, monsieur, il y avait une demande. Il y avait une demande de sécurité, mais elle n'était pas partagée par tout le monde. Non. Et voilà, simplement, les Américains savent faire quand ils veulent amener les gens dans leur sens. Et pour eux, pardonnez-moi, général. Sur rebondir, non, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par des financements de partis d'opposition, etc. Est-ce que vous faites allusion à ces révolutions qui ont eu lieu avant 2014 Oui, mais ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas. Soros, qui a été le bras armé de la CIA, a dit que c'est lui qui avait financé toutes les révolutions oranges. Il l'a dit, il a écrit. Donc, on le sait bien, ils ont fait ça très ouvertement. Aux États-Unis, vous savez, rien ne dure secret très longtemps. Et c'est pour ça que j'aime ce pays et que je ne critique jamais les États-Unis ni les Américains. Ce que je critique, c'est les dirigeants européens qui ne font pas leur job. Mais d'ailleurs, c'est un système. Les Américains, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont financé ils ont formé les gens, ils les ont financés. C'est tout le soft power qu'ils déploient. Simplement, nous, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et donc, aujourd'hui, on est avec une guerre à nos frontières et avec une Allemagne qui pensait pouvoir jouer, mais quand elle continuait à pomper le gaz russe, eh bien, les Américains, et Seymour Hersh l'a bien expliqué, etc., ce sont les Américains qui ont fait sauter les 3 gazoducs. Et là, maintenant, on en est sûr. Voilà, donc les Américains font ce qu'ils ont à faire en tant que défenseurs de leurs intérêts, de leur primauté mondiale. Simplement, nous, Européens, on ne fait pas ce qu'on a à faire. Est-ce que ça fonctionne encore vraiment, la stratégie américaine à l'échelle globale? Parce que quand même, je pense à l'Amérique latine que je connais assez bien. Je veux dire, l'Amérique latine ne suivra plus les États-Unis. Là. Il y a eu vraiment une rupture qu'on a pu observer notamment au dernier sommet des Amériques à Los Angeles, où le président mexicain ne s'est pas présenté parce que les Américains n'avaient pas invité Cuba et, si je me rappelle bien, le Nicaragua ou le Venezuela, enfin, à vérifier. Mais on a vraiment vu récemment, au dernier sommet, que l'Amérique latine ne suivait plus les États-Unis parce que l'Amérique latine s'est lassée du comportement voyou des États-Unis là, sur le continent. Donc, quand vous dites que les États-Unis jouent bien leurs cartes, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on voit quand même que les États-Unis sont quand même plus isolés d'une certaine façon qu'ils l'étaient à une autre époque. Là. Ah, mais bien entendu, et c'est ce que je dis. D'ailleurs, le Washington Post l'a très bien dit dans son émission du 22 février. Il a dit il n'y a plus que 33 pays qui ont voté les sanctions, et les autres les contournent. Et ils ont interviewé l'ancien ministre indien qui a très bien expliqué, qui a dit quand Biden dit qu'il faut protéger le droit international, Poutine est un agresseur il faut défendre la démocratie et le droit international. Il a dit, nous, on ricane parce qu'on sait très bien qu'ils ont fait l'Irak, ils ont fait le Kosovo, etc. Et il a dit, nous, la Russie, on a besoin, la Russie nous équipe militairement et ils nous vendent le pétrole pas cher du tout, ce qui nous limite l'inflation. Et cette inflation, ce n'est pas la faute de la Russie, c'est la faute aux sanctions. Ils sont allés au Washington Post en Afrique du Sud.
et ainsi de suite. Donc on voit très bien que pour différentes raisons, en dehors des pays européens et de quelques pays très bien tenus par les États-Unis, le reste du monde, l'influence américaine a énormément diminué. Et ça, c'est probablement la première, vraiment la révélation, y compris pour les États-Unis, de cette guerre en Ukraine. Et c'est pour ça que la stratégie de Paul Wolfowitz, celle élaborée en 1992, elle a peut-être fonctionné pendant un certain nombre d'années, disons pendant une vingtaine d'années, mais avec l'émergence de nouvelles puissances, dont la Chine, bien entendu, mais pas simplement la Chine, on voit bien que cette stratégie est remise en cause et sur tous les continents. Alors, il n'est plus facile pour les Américains et pour les Occidentaux d'imposer leur volonté au reste de la planète. Je crois que lorsque vous examinez les discours, les déclarations des leaders du G20, vous voyez déjà la ligne de fracture entre une dizaine de pays occidentaux et une dizaine de pays du Sud global, comme on dit aujourd'hui, et qui ne sont plus nécessairement sur la même longueur d'onde. Donc, sur certaines questions, ils vont s'entendre, ils vont travailler ensemble, mais on a bien vu que sur l'Ukraine, les Occidentaux ont été obligés de taper du poing sur la table pour essayer d'obtenir un consensus au G20. Tout le monde s'est entendu sur le fait qu'on ne peut pas violer les frontières, on ne peut pas envahir un autre pays. Mais là, c'est arrêté le consensus et l'unanimité. Et les Américains ont un mal fou à convaincre le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, la Turquie, le Pakistan et j'en passe. L'Afrique du Sud même. L'Afrique du Sud, voilà, à rentrer dans le rang. Parce que ces gens-là, parce que ces pays ont une autre lecture des relations internationales. Et puis, il y a aussi cette fatigue envers les conflits européens qui prennent toujours le dessus sur les conflits ailleurs dans le monde. On ne s'intéresse qu'à ce qui se passe en Europe et on oublie le reste de la planète. Il faudrait quand même rappeler que les Occidentaux sont 1 milliard, mais le reste du monde est 7 milliards et ils ne sont pas tous devant CNN à écouter la guerre en Ukraine. On l'a bien vu durant le génocide du Rwanda, disons, ce deux poids, deux mesures, là. 1997, je le rappelle. Alors, justement, tu voulais parler de l'émergence, en fait, du rôle des BRICS dans tout ça. Je te laisse aller. Oui, je parlerai bien des BRICS, mais je serais bien revenue sur une question qui, en tout cas, est très peu traitée médiatiquement en France, du moins. À vos yeux, ce conflit a débuté en 2014. Comment expliquez-vous qu'on ait tant de mal à citer cette date? Et est-ce qu'à vos yeux, en 2014, on assiste à une guerre civile et donc déjà un premier affrontement entre la Russie et les États-Unis au cœur de l'Ukraine? Ou bien il s'agit d'un événement dont vous avez une toute autre lecture? Écoutez, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'Ukraine, donc de dire si en 2014 il s'agissait d'une guerre civile, je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais je citerai une des autorités dans le domaine, Dominique Harel, qui est le titulaire de la chaire d'études ukrainiennes à l'Université d'Ottawa, avec qui j'ai fait une entrevue qui a été publiée dans le magazine L'Actualité et qui disait qu'effectivement, au début, en 2014, il y avait, surtout dans le Donbass et dans la région du sud-est, une guerre civile. Mais les choses ont évolué très rapidement. Et donc, oui, la guerre entre l'Ukraine et la Russie a commencé en 2014 pour un peu les raisons que j'ai citées au début de l'émission, le renversement d'un régime pro-russe par un régime pro-occidental qui menaçait les intérêts de sécurité de la Russie. Et ces intérêts, Général Pinatel, à mon avis, étaient concentrés dans la péninsule de Crimée, puisque, me semble-t-il, que c'est là
est amarrée la flotte russe dans la mer Noire. Et le territoire lui-même est, je crois, majoritairement russe. Donc, c'est ce qui a précipité les événements en 2014. Oui, pour moi, 2014, c'est une étape, mais disons, la stratégie américaine, elle date pratiquement dès qu'on a vu que la Russie n'allait pas continuer à être éclatée aux États-Unis et qu'elle risquait de se relever. Donc, C'est pour sûr, moi, oui. je situe un élément important, puisque je l'ai vécu, c'est quand il y a eu le 9/11 aux États-Unis. Poutine est allé voir le secrétaire général de l'OTAN. Directement, il s'est déplacé et il a dit toutes les bases en Asie centrale où on a des gens sont ouverts, etc. Vous pouvez les utiliser. Et les Américains ont refusé. Donc déjà, pour eux, ils étaient, alors qu'ils venaient d'être frappés par l'islam radical, ils ont refusé l'aide russe. Donc pour eux, on voit très bien que ils étaient déjà sur une ligne stratégique où 2014 est une étape et aujourd'hui, eh bien, on en est au résultat, c'est-à-dire que maintenant, il y a une russophobie considérable en Europe et ils ont atteint leur objectif, ils ont affaibli l'Europe parce que l'Europe est affaiblie par les sanctions beaucoup plus que la Russie ne l'est et ils ont maintenant l'Europe dans leurs mains et je pense que moi qui suis un géopoliticien, qu'on en est tout à fait dans ce qui va se passer, c'est-à-dire d'un côté, il va y avoir l'Arclande avec la Russie, la Chine et toutes les terres centrales, et de l'autre côté, le Rhineland, dans lequel tous les pays qui bordent les océans vont être américains. Et on se retrouve dans ce monde bipolaire, mais maintenant à un niveau mondial, alors qu'il a été longtemps entre l'URSS et les États-Unis. Et pour eux, ils aiment bien gérer ça, parce qu'ils aiment bien gérer un monde bipolaire, s'ils ne peuvent pas être un impérium. Ils aiment bien gérer un monde bipolaire parce que toutes les théories des jeux permettent à 3, c'est beaucoup plus compliqué à gérer qu'à 2. Alors, moi, je reviendrai sur ce que vous avez dit au début en ce qui concerne la coopération entre les États-Unis et la Russie. Je ne partage pas votre pessimisme là-dessus. Je crois que dans les premières années des années 2000, donc 2001, 2002, jusqu'à la guerre en Irak en 2003, qui à mon avis est un point de rupture aussi au sein d'abord de l'Occident, mais aussi avec la Russie et la Chine, je dirais qu'au début, il y avait une véritable coopération entre les États-Unis et la Russie pour attaquer l'Afghanistan. Je crois que les bases au Tadjikistan et peut-être dans un autre pays ont servi aux Américains pour convoyer des forces et du matériel. Mais en même temps, les Américains, ou en tout cas une partie de l'establishment américain, a toujours en tête qu'il ne faut jamais qu'il y ait un compétiteur mondial. Mais ça ne pouvait pas être réellement la Russie, puisque la Russie s'était effondrée sous Helsinki et Poutine était en train de la reconstruire. La puissance qui émergeait, c'était la Chine. Et on a bien vu avec les années que les Américains ont commencé à regarder du côté de la Chine et c'est là que Barack Obama décide de son fameux pivot vers l'Asie parce que c'est là que va se jouer le 21e siècle. C'est ça, on dit souvent que finalement les Américains préparent la guerre avec la Chine via ce conflit-là avec la Russie. Est-ce que c'est vrai? Enfin, ce sont des observateurs qui disent ça. Par exemple, Rome Chantal, si je me souviens bien, un professeur à l'université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, au Canada. Pourquoi finalement ce mouvement vers la Russie, alors que tout le monde sait depuis longtemps que le vrai rival, c'est la Chine? C'est quoi le move, comme on dit au Québec? C'est quoi l'idée?
Écoutez, pour l'instant, c'est quand même Poutine qui a attaqué. Alors, Oui, bien sûr. s'il n'avait pas attaqué, on ne serait pas dans la situation actuelle. Donc, est-ce qu'il est tombé dans un piège? L'histoire dira. C'est très difficile de décoder ce conflit. Mais à l'évidence, lorsque Poutine décide d'envahir, c'est qu'il fait le calcul que c'est à ce moment-là qu'il doit attaquer, parce que s'il attend 1 an ou 2, il ne pourra plus attaquer. Alors, quelles sont les raisons profondes? On les cherche encore, mais je suis sûr qu'avec le temps, nous trouverons une partie de l'explication. Quel est ce nouveau... Mais effectivement, je pense que Poutine a attaqué parce qu'il a toutes les cartes en main. Pour moi, je l'ai dit sur LCI, dès le 5 mars, pour moi, Poutine, il va atteindre au moins des objectifs minimaux qui vont être de prendre 20% du territoire de l'Ukraine, c'est-à-dire les 4 oblasts qu'il a annexés aujourd'hui, et personne ne les reprendra. Et la Crimée. Et ça, il perd certainement pas mal de choses, mais il a gagné un soutien de 80% de l'humanité dans cette guerre, où on a vu en tout cas que 80% de l'humanité ne soutenait pas les États-Unis, et il va gagner 20% du territoire ukrainien. Pour moi, le risque, il est ailleurs, pour Poutine. Le risque, il est dans le pont trop loin, vous voyez, que les Alliés ont fait quand ils ont voulu aller jusqu'à Arnhem avec des parachutistes. Pour moi, le pont trop loin de Poutine, ça serait que les Américains peuvent amener d'ailleurs Poutine à faire cette erreur. Ça serait la Moldavie. Ça serait la Moldavie s'il se passe quelque chose en Moldavie. Ça serait si les Américains ou Poutine craignaient vraiment trop que Odessa devienne une base OTAN. C'est d'aller un peu trop loin. Mais si Poutine est suffisamment rationnel et sérieux pour maintenant, dans l'année qui vient, atteindre les limites de ces 4 oblasts, se mettre en position défensive, même si personne ne reconnaît au niveau mondial cette acquisition, personne n'ira lui reprendre, parce que Poutine est une puissance nucléaire. Et à partir du moment où ça fait partie de la Russie dans sa tête, eh bien, il pourra déclencher le feu nucléaire s'il est en mauvaise position par une attaque classique. C'est quand même pas. Donc voilà où on en est. Donc, je trouve que cette guerre est totalement stupide du côté de l'Ukraine, parce que les Ukrainiens, c'est bien, ils défendent héroïquement, etc. Mais Zelensky fait tuer du monde pour rien, et pour rien. Parce qu'il aurait dû négocier tout de suite, on aurait dû négocier tout de suite dès que Poutine attaquait. Mais négocier si quoi, je me permets, je trouve qu'il fallait négocier les accords de Minsk, en gros. Parce négocier la partition, ou les accords de Minsk ou la partition de l'Ukraine carrément. Qu'est-ce qu'il faut négocier au final? Mais à un moment, il y a eu, mais Zelensky a été prêt, paraît-il, alors moi je n'en sais rien, à négocier, et c'est Washington qui lui a dit de ne pas le faire. En disant, on va vous aider. On voit très bien que Washington ne donne de l'aide à l'Ukraine que pour maintenir la tête hors de l'eau. Mais ça, c'est sûr que c'est un pays. Et voilà, et surtout ne pas mettre en difficulté les Russes. Donc, moi, je suis. Les Ukrainiens sont héroïques dans cette affaire, hein, les gars qui sont dans. Moi, j'ai fait la guerre, hein, je sais ce que c'est être blessé en opération, etc. Donc, si vous voulez, moi j'ai beaucoup d'empathie pour les combattants qui sont là, mais d'ailleurs, il n'y a plus un expert militaire qui pense que l'Ukraine reprendra les territoires conquis par la Russie. Mais les médias disent tout le contraire, par contre. Excusez-moi, je vous coupe parce que c'est une information quand même capitale. Est-ce que vous confirmez chacun qu'au mois de mars, des négociations étaient en cours
comme l'a fait l'ancien Premier ministre israélien récemment. Oui, tout à fait. Je pense que si vous récupérez les archives de presse de mars 2022, il y a eu une première négociation à Minsk et puis ensuite, la négociation s'est déplacée en Turquie. Et semble-t-il qu'ils étaient proches d'un accord et que soudainement, tout s'est effondré à cause des images d'atrocités qui auraient été commises par les Russes. Alors là aussi, c'est très difficile de reconstituer les événements, mais enfin, il existe des déclarations à cet effet que les deux parties étaient, en tout cas, avançaient vers un accord. Pour revenir à la situation actuelle, moi, ce que je trouve de déplorable, c'est que finalement, ce conflit va durer parce que on ne fournit pas suffisamment d'armes à l'Ukraine pour peut-être faire une percée dans le sud-est ukrainien, mais on en fournit suffisamment pour que l'armée ukrainienne ne s'effondre pas, du moins pour l'instant. Et donc, il y a un fil tendu ici. Et je comprends pourquoi on ne veut pas fournir trop d'armes à l'Ukraine, parce que est-ce que ça voudrait dire une confrontation directe avec la Russie et tout ce qui pourrait s'en suivre? C'est en tout cas dans l'esprit de certains dirigeants occidentaux. Est-ce qu'en même temps, la stratégie, c'est de dire on vous arme, mais on vous incite fortement à commencer une négociation, comme l'a souligné le Wall Street Journal il y a 2 jours, où semble-t-il, Macron, Scholz et la Grande-Bretagne ont dit à Zelensky, ben, tu es un formidable chef de guerre parce que tu rassembles ton peuple, mais là maintenant, il faut que tu te transformes en chef politique qui devra faire accepter des décisions douloureuses à la population ukrainienne si on veut en finir. Parce que sinon, ce conflit va durer très longtemps. Oui, moi je pense que ce conflit, moi j'ai écrit le scénario coréen sur ce conflit. Moi je pense que si Poutine est un homme raisonnable, dès qu'il sera en limite des 4 Oblats qu'il a annexés, il va mettre ses forces en situation défensive. Et l'Ukraine, quelles que soient les armes qu'on lui donnera, ne sera pas capable de reprendre le terrain. Parce que les Russes, il faut bien le savoir, par rapport à l'Ukraine, ont une supériorité de feu qui est considérable. Et c'est pour ça que je trouve que les Ukrainiens sont héroïques. Ils ont beaucoup plus de canons, beaucoup plus de LRM. Ils ont une supériorité aérienne quasi complète. Et donc, quand les Ukrainiens sont dans des tranchées, ils peuvent résister au prix de grosses pertes. Mais repartir en avant face à un adversaire qui vous domine par le feu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, et je peux vous assurer que j'en ai une belle expérience, parce que si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'avais l'appui aérien de mon côté et pas du côté des rebelles. Voilà. Donc moi, je crois beaucoup au scénario coréen qui dure quand même depuis 74 ans. Depuis 74 ans, on a une ligne de démarcation. Il y a un cessez-le-feu qui a été signé entre les États-Unis et la Chine, qui n'est pas reconnu par les 2 parties. La Corée du Sud, le Parlement de Panmunjom n'a pas reconnu ce cessez-le-feu. Donc, on est dans une situation de non-guerre, voilà, avec des négociations sur les modalités de traverser cette ligne de démarcation. Et moi, je vois assez cette affaire se faire comme ça, c'est-à-dire se terminer comme ça et se terminer dans pas très longtemps. Je pense qu'on a encore une année, voilà, et que à la fin de l'année, si il n'y a pas cette tentation, la tentation du pont trop loin,
chez Poutine, ou le piège américain sur la Moldavie, si effectivement l'Ukraine rentrait dans la Moldavie, etc., avec l'aide de l'OTAN, et là où il y a encore des minorités russophones, il peut y avoir, il y a ce risque-là. Il y a ce risque-là. Il y a ce risque-là, et d'ailleurs un risque le scénario le plus probable, donc la Géorgie, parce que si d'un côté on prenait la Moldavie, si la Moldavie ne restait pas neutre dans ce conflit, eh bien je pense que la Russie prendrait la Géorgie, quoi. Voilà, donc on est dans un scénario qui est raisonnable, et après on ne sait pas, une escalade qui peut aller Je me très loin permets de vous couper. si les parties ne sont pas raisonnables. Un scénario totalement fictif. Imaginons que, eh bien là, la Chine et la Russie et l'ensemble des BRICS aient décidé, en regard d'un changement de mode de vie civilisationnel et peut-être également un ras-le-bol d'une forme de démocratie occidentale. Prenez cet instant-là que nous vivons pour passer à une forme d'offensive. Est-ce que c'est un scénario qui vous semble totalement irréalisable? L'entrée en guerre de la Chine, etc. C'est quelque chose que vous évacuez totalement de vos analyses? Non, mais attendez, là, vous parlez des BRICS ou bien seulement de la Chine? Alors, les BRICS en général, c'est-à-dire avec un appui pétrole, etc., énergie, et militairement par la Chine, mais là, avec un accord plutôt global, on sent bien en tout cas que les BRICS sont quand même plus qu'alignées. Elles semblent très revendicatives envers les États-Unis. Il suffit de suivre, là, pour revenir à la Chine plus précisément, le fil Twitter ou Facebook des communications officielles, aussi bien du ministre des Affaires étrangères chinoise ou de l'ambassade de Chine, pour voir quand même qu'il y a une tension qui est extrêmement palpable. On sent que l'Inde suit également le discours de la Chine, l'Arabie saoudite, etc. Donc, il y a cet ensemble qui est très difficile à définir, mais où on voit quand même que des alliances voient le jour. On ne sait pas vraiment comment, et je ne suis pas devin, mais on pressent tout de même que ce bloc est de plus en plus soudé. Non, il n'y a pas de bloc. Non, on est aujourd'hui beaucoup plus dans une opposition à l'Occident et aux États-Unis qu'à la constitution d'un bloc. Ni la Chine, ni l'Inde, ni tous ces pays n'ont les moyens, même militaires aujourd'hui, de s'opposer aux États-Unis. Donc, si vous voulez, pour vous donner une idée, on estime que la Chine a 350 armes nucléaires et actuellement, les États-Unis et la Chine, les États-Unis et la Russie en ont près de 5000. Sont dans un niveau de sophistication des vecteurs considérable. Donc, pour l'instant, non. Et la Chine n'a pas intérêt, n'a même pas profité de l'Ukraine pour Taïwan. Pourquoi? Parce que à Taïwan, elle obtient tout de Taïwan, tous les microprocesseurs. D'ailleurs, la Russie, on disait la Russie, on va lui couper, elle ne va plus avoir les microprocesseurs, etc. Mais les Chinois les achètent et les revendent à la Russie, donc à Taïwan. Et Taïwan, 80% ou 70% de la production de Taïwan de microprocesseurs part vers la Chine aujourd'hui. Donc, non, moi je pense qu'ils sont. Ce qui va se passer probablement, c'est la sortie du dollar de ces pays, du dollar qui va servir à toutes les transactions internationales. Et ça, je pense que là, les BRICS peuvent jouer un certain rôle dans les équilibres mondiaux. C'est surtout sur le plan économique, parce que sur le plan militaire, comme dit le général Tunatel, ils ne sont pas à la hauteur des Occidentaux. Sauf que s'ils commencent la dédollarisation de leurs échanges économiques, ce qui a d'ailleurs déjà commencé, il est évident que les Américains vont encore une fois perdre des plumes face au reste du monde. Et les BRICS,
sont en mesure aussi d'influencer un certain nombre d'autres pays pour équilibrer les relations avec les Occidentaux. Donc, je crois que c'est surtout sur le plan économique et diplomatique que les BRICS peuvent agir. Et la domination occidentale, elle demeure encore très importante, même si elle se réduit d'année en année. Et qu'est-ce que c'est un monde une partie du monde, pardon, dédollarisé, hein? Quels peuvent être l'impact pour nous occidentaux? S'il y en a un? Écoutez, là encore, moi je ne suis pas économiste, mais il est évident que de plus en plus de pays veulent commercer en utilisant d'autres monnaies. Et parce que, évidemment, le dollar domine dans les échanges internationaux, mais l'euro est une monnaie forte aussi. Et de plus en plus, certains voudraient intégrer la monnaie chinoise dans le commerce international, ce que fait déjà la Chine avec un certain nombre de pays. Donc, ce processus-là ne va pas intervenir en quelques semaines. Hein. On est sur le moyen et le long terme. Mais la tendance, elle est déjà marquée. Tendance vers l'Est, alors, sur le moyen terme et le long terme. Et est-ce que les Occidentaux ont encore le pouvoir ou des marges de manœuvre pour compter face à cette tendance et rester… Alors, je pense, Anne-Laure, qu'il y a un élément qui a été dit par Poutine et qui a été dit aussi, souligné par les gens qui ont répondu au Washington Post, c'est qu'il y a un changement civilisationnel qui se passe en Occident, qui est très mal perçu dans le reste du monde. Et ce changement, je peux l'appeler le wokisme, si vous voulez, je peux l'appeler le LGBT. Donc, dans beaucoup de pays, ce féminisme exacerbé est un modèle qui est rejeté. Il est rejeté par tous les pays musulmans et c'est une des raisons pour lesquelles ils aident la Russie. La Russie, et d'ailleurs Poutine dans son discours, s'est présenté comme le gardien des valeurs traditionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui, dans tous ces pays du Sud, est quelque chose qui a été très bien reçu. Donc je pense qu'il y a effectivement… s'il y a un vrai changement, il se passe sur la perception de notre évolution civilisationnelle qui ne favorise pas nos relations avec les autres pays. Donc, ce ne serait pas seulement un élément de discours quand Poutine parle de la décadence de l'Occident, etc., avec effectivement le wokisme qui regroupe beaucoup de choses. Ce serait vraiment, il y aurait une lutte de valeurs, quoi, donc les traditions, finalement, contre l'espèce de progrès décadent occidental. Disons que ce serait vraiment, ce serait intégré, ce serait sincère, finalement, cette perception-là, qui ne serait pas seulement, finalement, une sorte de manière de convaincre des Occidentaux aux tendances conservatrices, finalement, de la légitimité de Poutine. Parce que quand Poutine fait son dernier discours, on a quand même l'impression qu'il s'adresse beaucoup aux Occidentaux à la fois. Il ne s'adresse pas seulement aux Russes. Là. C'est sûr. Donc, il cherche à convaincre les Occidentaux de tendances un peu conservatrices, un peu découragées, par exemple, par la gestion de la crise sanitaire, par effectivement tout le mouvement trans qui pousse vers le transhumanisme. Mais le discours de Poutine, évidemment, il est très habile, il est très manipulateur, mais le discours de Poutine a une résonance dans les pays du Sud, parce que toutes ces questions de diversité, de transgenre, d'homosexualité, etc., ça ne passe pas quand vous allez dans les pays du Sud. Alors, c'est sûr qu'il peut ici toucher une corde sensible et en même temps, il s'adresse à un certain public occidental. On l'a bien vu aux États-Unis autour de Trump, mais on l'a vu aussi en France avec le mariage pour tous. Je veux dire, il faut quand même se rappeler qu'il y avait des rassemblements de centaines de milliers de personnes en France
contre le mariage pour tous, alors qu'en Argentine, il n'y a pas eu une seule manifestation. Le Sénat argentin a voté pour le mariage pour tous et ça s'est bien passé dans d'autres pays, mais on voit qu'il y a des tendances en Occident très conservatrices qui peuvent évidemment peser sur les politiques sociales et individuelles dans ces pays-là. Et donc, Poutine, comme vous le disiez, Jérôme, s'adresse à ces électorats-là. Maintenant, quelle influence peut-il avoir? Ça reste à mesurer. Oui, ça c'est sûr. Ah ben c'est un élément qui est indéniable. Tous les pays musulmans, c'est quand même 2 milliards de musulmans dans le monde, n'acceptent absolument pas, et le Coran, qui est leur Bible, si on peut dire, dénonce dans 2 sourates et 6 versets l'homosexualité d'une façon très nette. Dans la Bible, on parle de Sodome et Gomorrhe, etc., mais dans le Coran, c'est repris d'une façon tout à fait indiquée. Les sourates disent vous commettez des péchés parce que vous délaissez vos femmes, au profit des hommes. Donc, c'est condamné explicitement. Bien sûr, et donc, notamment tout l'islam, le renouveau de cet islam rigoriste, eh bien, c'est l'Occident apparaît comme des gens qui ne respectent plus la parole de Dieu. Donc, dans tous les pays de croyance et musulmans, c'est tout à fait net. Alors moi, je connais très très bien ces pays puisque j'y ai beaucoup travaillé. C'est indéniable. Et même les musulmans français qui sont devenus français, qui ont été naturalisés, etc., pensent cela également. Donc il y a effectivement dans ce conflit, il y a un aspect civilisationnel qu'il ne faut pas occulter complètement. Il n'est pas majeur, mais il existe quand même. Oui, ben alors, qu'est-ce que tu as envie de poser comme question en terminant, peut-être des pistes de solutions? Je ne sais pas trop. Voilà, c'est la question. Est-ce que on peut envisager et dans combien de temps de nouveau des liens entre la Russie et les Occidentaux? Et deuxième question, quel type de relations ou de traités de sécurité devrait être mis en place sur le continent européen? Comment se sortir de cette crise majeure? Est-ce qu'il y a des solutions envisageables? Ou est-ce qu'on est parti dans une sorte de mur pour des générations et des générations entre l'Occident et la Russie? Ben, à mon avis, ça va être très difficile de renouer le contact avec la Russie. Ça va demeurer. Il y aura des contacts parce qu'il y a des problèmes communs et donc il faut se parler. Il n'y a aucun pays qui a rompu ses relations diplomatiques avec la Russie, hein. L'Occident a des ambassadeurs à Moscou et vice-versa. Donc, on ne pourra pas revenir à avant. Ça va prendre des générations pratiquement, en tout cas une bonne dizaine d'années, à moins qu'un pouvoir nouveau émerge à Moscou et décide de retirer toutes les troupes d'Ukraine, etc. Mais là, on est dans la spéculation la plus pure. En termes de règlement, je pense que le général Pinatel a raison de dire qu'on se dirige vers une situation à la coréenne, c'est-à-dire il y aura un cessez-le-feu parce que peut-être que les deux seront épuisés ou auront été convaincus qu'ils ne peuvent pas avancer plus que ce qu'ils ont actuellement. Et ce cessez-le-feu ne va satisfaire personne, mais au moins les massacres vont se terminer, la guerre va se terminer et on va se retrouver comme dans la péninsule coréenne et ça peut durer longtemps. Je vous ferai remarquer qu'on ne parle jamais de l'affaire chypriote, mais les Turcs ont envahi le tiers de Chypre en 1974 et c'est toujours pas réglé. Alors, des situations comme celle-là ne sont pas nouvelles.
Absolument. Monsieur Pinatel? Moi, je pense de toute façon, il y a très peu d'entreprises, d'après une étude là, de The Economist, qui ont désinvesti en Russie occidentale. Je crois qu'ils ont fait une étude sur 350 entreprises et il y en a que 10 ou 25, je veux dire, qui ont désinvesti, qui ont lâché leurs actifs. Mais par exemple, en France, les grandes entreprises comme Auchan, Total, qui sont sous la pression, à partir du moment où Renault a tout arrêté parce que l'actionnaire majoritaire est l'État, mais les autres entreprises, soit se sont mis en sommeil, soit ils ont continué le business as usual, comme d'ailleurs pas mal d'entreprises anglo-saxonnes, ce qui est le comble. Donc, les relations économiques, que soit directement, soit indirectement, vont continuer parce que il y a une impétence énorme pour les matières premières russes. On ne sait pas boucler aujourd'hui en gros, en 2021, c'est une étude qui a été faite par British Petroleum. Si vous voulez, le marché du gaz était juste équilibré. Et la Russie exportait 220 milliards de mètres cubes de gaz. Et pas toutes vers l'Europe, mais donc on ne peut pas équilibrer ce marché sur environ un marché de 1400 milliards de mètres cubes. On ne peut pas l'équilibrer en notant 250, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, et les Américains n'en exportaient que 2 milliards en 2021 de mètres cubes. Vous voyez, et alors que l'Europe en consommait 350 milliards. Donc vous voyez, on est dans des impératifs économiques, ou alors il faut laisser multiplier par 2 le prix du mètre cube de gaz, etc. Donc, on voit bien qu'il y a des régulations indirectes qui se font et que les relations économiques se maintiennent. Et effectivement, l'Inde ses importations de la Russie ont augmenté de 400% en 2022, de 400%. Et simplement, ils achètent le pétrole russe, ils le vendent plus cher. Et et ça, tous les analystes le disent. Donc, les relations économiques vont continuer parce que on ne peut pas se passer de l'énergie et des matières premières russes. Voilà. Alors, le mot de la fin, peut-être? Mais alors, sur la sécurité, ça, je ne sais pas. Là, je pense que si Poutine est raisonnable et si les Américains ne veulent pas escalader ailleurs, notamment, pour moi, c'est mon grand risque, c'est la Moldavie. On devrait avoir une situation qui finit par se stabiliser sur le plan militaire, mais je ne vois pas, moi, comme vous le disiez, avant 10 ans, un retour à une situation antérieure, avec des traités que l'on respecterait. C'était le mot de la fin. C'est vrai que c'est une situation qui semble se tendre en Moldavie. Espérons qu'elle n'évolue pas défavorablement. On reviendra d'ici 2 mois pour suivre l'évolution de ce conflit. En attendant, moi, j'ai été ravie cette semaine de découvrir que aussi bien Emmanuel Macron que Olaf Scholz gardent le contact et les médias en parlent. Espérons que ça aboutisse à des discussions et à des pourparlers rapidement. Voilà. Merci. C'est tout le temps qu'on avait. Merci Général Pinatel. Merci, Jocelyn Coulon, de vos analyses très éclairantes. Donc, je vous rappelle, je suis Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libre Média, et on invite tout le monde, tous nos auditeurs, évidemment, à soutenir la presse indépendante. Visitez notre site internet libremedia.com avec un trait d'union. À très bientôt. Merci beaucoup.